Athlète d'élite, sportif de carrière ou simple, amoureux du sport, l'émission Ressources s'intéresse aux individus au-delà de leurs performances sportives. On est convaincu qu'écouter les autres, c'est aussi une façon d'en apprendre sur soi-même. C'est pourquoi on aime aller à la découverte des sportifs afin de comprendre leur parcours, leur mode de fonctionnement et surtout les motivations qui les poussent à adopter parfois un mode de vie hors du commun. Ressources est là pour t'informer, te motiver, mais surtout te stimuler. Découvrons ensemble les dessous de la performance, l'humain derrière l'athlète, saison 1, c'est parti. Né à Villars-sur-Olon, il a commencé à faire du hockey dès son plus jeune âge au sein du club du même nom. À l'âge de 14 ans, il part au Lausanne Hockey Club lors de la saison 2009-2010 afin de parfaire sa formation dans le but de pouvoir espérer un jour vivre de sa passion. Passé successivement par le HC Bienne qui le lancera en Liga, Ambri-Piotta ou encore Rapperswil, c'est lors de l'été 2022 qu'il revient au LHC avec un tout autre statut et surtout avec un objectif clair, s'imposer, briller et participer à l'histoire du club qui l'a fait grandir. Il totalise aujourd'hui plus de 400 matchs de Liga à seulement 28 ans. Igor Jelovac, bienvenue. Hello. Tu te présentes comment aux gens? Alors, je pense que tu dis avant tout que tu es hockeyeur, mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui ne te connaissent pas? C'est assez spécial. J'ai un rapport assez ambigu avec ça parce que moi j'ai toujours fait du hockey depuis j'ai commencé à 4 ans. Je me suis jamais vu faire autre chose, mais en même temps je me suis jamais vu devenir quelqu'un de entre guillemets connu avec une petite notoriété. Et du coup c'est vrai que je me présente pas toujours en tant que hockeyeur ou en tant que sportif d'élite, mais plutôt juste ma personne en disant puis après si on rentre dans les détails, on rentre dans les détails. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu une chose qui est un peu spéciale de voir des enfants qui viennent te demander quelque chose ou bien même des gens qui veulent faire des photos avec toi ou des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu ce rapport un peu spécial avec cette pseudo-notoriété qu'on nous donne. Donc, tu n'es toujours pas habitué à cette notoriété après toutes ces années, on va dire, où tu es quand même connu localement, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, je dirais pas habitué, je dirais plus que je trouve ça des fois un peu spécial de se dire que les gens te reconnaissent et qu'ils veulent quelque chose de toi alors que j'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez simple, d'assez posé avec qui on peut discuter tranquillement sans forcément devoir mettre cette notoriété vraiment en avant. D'accord, je vois. J'aimerais qu'on revienne un peu au tout début. J'imagine qu'avoir grandi à Villars, ça fait partie ça t'a poussé à faire avant tout un sport de neige. Tu t'es dirigé directement dans le hockey ou tu as testé d'autres sports? T'en es venu comment là? Ouais, comme tu l'as dit, à Villars, c'était soit le hockey, soit le ski. Il y avait un peu de golf l'été, mais j'en ai jamais fait. Et puis en fait, j'ai suivi mon grand frère qui lui faisait déjà du hockey. La patinoire était aussi à côté de l'école, donc ça facilitait pas mal les choses. Mais ça, comme je l'ai dit avant, ça a tout de suite été le hockey. Et puis c'est vraiment une passion depuis tout petit où je voulais toujours aller patiner après l'école ou faire des petits trucs en rapport au hockey. Tu as des souvenirs de cette époque, voilà, quand tu débutes, je sais pas, une anecdote ou quelque chose qui t'a marqué? Ouais, j'en ai plein des souvenirs. Je sais que la première fois que je suis allé sur la glace, t'es vraiment, tu rentres sur la glace, tu patines à peine, tu te tiens sur un cône et puis je me souviens que je me suis râpé le menton sur le cône en fait en tombant et que j'ai plus voulu retourner pendant je pense bien 2-3 mois jusqu'à ce qu'au final je voulais quand même je voulais quand même faire comme mon grand frère et puis après de là vraiment c'est plein de souvenirs que ce soit les hockey publics avec les copains, les matchs à 10h le matin à Sasgrund dans la patinoire ouverte où vraiment c'est ceux qui ont fait un tour là-bas et ils sauront de quoi je parle et c'est vraiment plein de souvenirs, des amitiés qui sont encore là présentes jusqu'à aujourd'hui, ouais. Et quand tu commences, est-ce que tu vois que tu as des facilités? Est-ce que tu étais déjà en dessus ou bien ça s'est passé comment? Enfin, est-ce que quelqu'un t'a dit ouais mais il faut continuer là-dedans, il y a quelque chose à faire? C'est difficile à dire. Je pense que j'ai toujours eu un petit peu de la facilité mais sans vraiment non plus sortir du lot particulièrement dans le sens où ça a été un peu step by step où d'un coup je prenais de l'avance, je me faisais rattraper par les autres, après je grandissais un peu, c'est un peu paradoxal aujourd'hui vu la taille et le gabarit que j'ai, mais je grandissais un peu moins que les autres ou moins vite et puis après d'un coup je poussais, je prenais de l'avance et jusqu'à mes dernières années juniors où je pense que j'en rigole aujourd'hui avec ma préparatrice physique qui dit que
à l'âge de 14-15 ans, elle n'aurait pas mis une pièce sur moi. Et ça, c'est assez anecdotique pour moi de se dire, au final, oui, j'avais une certaine facilité, mais j'avais aussi pas mal de lacunes qui faisaient que les gens croyaient pas toujours en moi. Et puis, aujourd'hui, voilà, on est plus de 400 matchs après, et c'est assez spécial de regarder ça. Mhm. Ouais, je vois. Du coup, quand tu poussais comme ça ton coup rapidement, est-ce que tu perdais un petit peu de, comment dire, de compétences euh, tu manquais un peu d'équilibre? Enfin, tu l'as ressenti ça ou pas forcément? Ouais, à fond. J'ai de loin la pire coordination de tous mes potes. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, tu peux me mettre un ballon de foot, un truc, c'est vraiment. Je suis vraiment pas doué. Mais aussi bizarre que ça puisse l'être, le hockey, ça a jamais vraiment posé problème. Soit j'ai un peu l'impression que c'est parce que j'ai fait ça vraiment à fond depuis tout petit et non-stop en fait. Mais non, que ce soit basket, volley, foot, c'est vraiment une catastrophe. Donc t'étais que fait pour le hockey, quoi. Les autres sports, c'était compliqué. Ouais, je crois que j'ai bien choisi, ouais, vraiment. Il y a le ski où je me débrouille pas trop mal, mais j'ai pas trop le droit d'en faire, donc ça c'est Ou bien, faut pas le dire, quoi. Ouais, faut pas le dire, ouais, ça reste entre nous. Euh, Qu'est-ce qui fait que très vite, du coup, tu partes en pleine, tu viennes au LHC? Ça s'est passé comment? Est-ce que c'est des contacts ou est-ce que c'est des recruteurs? Ça fait comment? Alors, en fait, Villars, c'est un petit village de montagne, donc il y a certaines équipes, mais tu arrives à un certain âge où vraiment, tu n'as plus forcément la possibilité d'être au plus haut niveau, donc que ce soit au niveau du jeu, mais aussi au niveau de la formation. Et puis moi, comme je t'ai dit avant, j'ai toujours suivi mon grand frère un peu dans son parcours, c'était un petit peu mon modèle quand j'étais jeune. Et puis lui était déjà parti d'abord au sport-études à Montaix, et puis après à Lausanne, où il habitait au centre sport-études à La Pontaise. Et puis moi j'arrivais vers 13-14 ans, il y a les premières sélections régionales qui commencent, et là tu vois qu'il y en a déjà deux trois qui partent dans des sports-études, notamment plutôt du côté du Valais. Et puis moi j'étais toujours fan de Lausanne, et mon frère était à Lausanne à ce moment-là. Et puis je me souviens un soir d'avoir vraiment pleurer dans les bras de ma maman pour lui dire que ça me faisait du souci, que je voyais que mes potes allaient dans des sports-études et qu'ils allaient plus progresser que moi, et que là il y allait avoir un écart, et que moi je voulais vraiment poursuivre ce rêve. Après c'était vraiment j'avais pas vraiment cette idée de devenir professionnel, mais en même temps quand je réfléchis à comment je pensais, je pense qu'il y avait déjà un peu cet objectif là inconsciemment. Et puis après d'aller au sport-études à Lausanne, c'était vraiment là encore une fois, de trouver les meilleurs coachs, la meilleure formation possible, les meilleurs coéquipiers, et puis de pouvoir vraiment progresser là, et puis bien entendu de pouvoir faire l'école à côté et concilier les deux. Donc pour toi, t'as pas vraiment de vision, en fait. Ce que tu veux, c'est vraiment progresser, quoi, à cette époque. Ouais, à fond, c'était vraiment... moi, je voulais jouer au hockey, c'était tout. Mais après, je pense que ça a mis un certain temps avant que je me dise « Ah, j'aimerais être professionnel ». C'était vraiment, pour moi, c'était un jeu, et je voulais faire ça toute ma vie, et je voulais inconsciemment aussi être meilleur que les autres. Et puis, ça jusqu'au point où ouais, je pense vers cet âge-là à Lausanne, où quand j'ai commencé à venir à Lausanne, où je me suis dit, ah ok, peut-être que, en se rapprochant aussi forcément du club professionnel, où tu te dis, ah mais c'est quand même cool, tu peux vivre de ça. Tu peux jouer devant beaucoup de monde, tu peux jouer contre des sacrés joueurs aussi, des stars. Donc ça, c'est à ce moment-là, je pense que ça a commencé. Ouais. Du coup, ça n'a pas été très très difficile pour toi de quitter le cocon familial, quoi. Ça aurait été plus difficile de rester à Villars, quoi. Oui et non. Papa et maman et ma sœur m'ont beaucoup manqué, ça c'est sûr. Il y a eu des moments au centre sport-études où vraiment j'avais 14 ans. Alors oui, il y avait mon frère, mais c'est assez spécial quand tu te retrouves. Moi, je suis un peu un montagnard donc, de base, donc quand tu te retrouves dans cette grande ville de Lausanne à 14 ans, tu vas à l'école avec des gens que tu connais pas, ça se bat dans la cour d'école, alors que chez nous, on jouait au foot, il se passait vraiment rien, tu vois. Donc ça a été la plus grande adaptation. Et puis après aussi. Les coéquipiers, ils sont différents, ils ont des blagues différentes. Toi, tu es aussi le petit nouveau. Ils essaient un peu de te challenger, de voir ce que tu es capable, sur et en dehors de la glace. Donc ça, c'était... Il y a eu des moments un peu où vraiment tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je vais pouvoir m'adapter? Ouais, ça c'est sûr. Et puis, à 14 ans, tu es quand même encore un enfant, ou disons un ado. Et puis, c'est peut-être un peu tôt pour partir de la maison, je pense.
mais c'est aussi ce qui fait que j'ai bien été encadré aussi, bien entendu, par le centre sport-études, mais c'est aussi ce qui fait que ce qui m'a fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui, vraiment, d'avoir un peu cette discipline différente de la maison, et puis de vraiment devoir me débrouiller assez vite, entre guillemets, par moi-même. C'est quoi pour toi le plus gros sacrifice que tu as dû faire à cette époque? C'était quoi? C'était tout simplement quitter le cocon familial? Ouais, cocon familial et puis les amis d'enfance. Donc Hmm. après, moi, mes amis d'enfance, ils ont plus ou moins tous fait du hockey. Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire à part ces deux sports-là. C'est une petite école aussi, donc tout le monde se connaît. Mais c'est vrai que quitter les amis, quitter la famille, c'était le plus difficile. Mais je crois qu'à cet âge-là, tu t'adaptes quand même assez rapidement aux personnes, à ce qu'on te dit de faire aussi. Et puis bah là, j'étais au sport-études, donc j'étais à l'école avec mes coéquipiers. Et je l'ai retrouvé au vestiaire, je l'ai retrouvé après encore dans les sélections, c'était régional à cette époque-là. Donc le plus grand sacrifice, ouais, je pense, c'était vraiment de quitter la maison. Et au Excel, ben, y a toutes sortes de jeunes sportifs qui visent potentiellement à devenir sportifs d'élite, à en vivre. Est-ce que tu as pu t'inspirer d'autres personnes en dehors du hockey? Est-ce qu'il y a des gens qui, voilà, leur façon de penser t'ont inspiré, ou tu pensais pas vraiment à ça à cette époque? Oui, je pense déjà rien que le directeur, Jean-Marc Gerber, c'est quelqu'un qui avait une discipline pour nous. C'était des choses toutes bêtes, mais ranger sa chambre, faire le lit, c'était des choses que peut-être des fois à la maison tu fais pas forcément, ou on t'a pas vraiment appris, ou après de devoir vraiment vivre un peu aussi avec d'autres gens, partager les douches, partager les toilettes, savoir vraiment vivre avec d'autres gens, et puis sa discipline aussi de se dire ok, si l'école ça fonctionne pas, le hockey tu vas pas y aller. Alors pour mes parents c'était la même chose, ça a toujours été clair, mais lui c'était vraiment ok, si ça marche pas à l'école, maintenant on va faire des cours d'appui et ça va marcher. Et ça, c'était, je pense, c'est ce qui a été hyper vraiment inspirant pour nous, et qui nous a poussé beaucoup aussi, c'est de se rendre compte que oui, il y a le sport, mais de l'autre côté il y a aussi les études, donc ça c'était assez intéressant. Et puis après, c'est difficile parce qu'on est de s'inspirer vraiment de quelqu'un. Je pense que à cet âge-là, surtout si c'était coéquipier, je sais pas si on peut dire que tu t'inspires vraiment d'un coéquipier ou d'un collègue. Moi, il y avait un footballeur que je trouvais assez intéressant, c'était Salim Khelifi. Qui est parti par la suite en Allemagne assez jeune. Exactement, Ouais. exactement. Et que lui, il avait ce mindset où voilà, il jouait au foot, il faisait son truc, et c'était vraiment, tu sentais que il avait confiance en lui et en son talent, et ça, je trouvais que c'était quelque chose d'assez inspirant. Ouais. T'es vite venu sur le sujet Jean-Marc Gerber. Je voulais en parler d'ailleurs. Pour vous, les sportifs, c'est quoi? C'est une figure paternelle, ou il y a quand même une certaine distance avec les sportifs? Comment ça se passe avec lui? Au début, quand tu rentres au centre, ouais, c'est une figure paternelle parce qu'il est quand même assez strict, mais en même temps, il te met assez vite dans un confort où tu te sens comme à la maison. Donc ça, c'était hyper important. Mais après, maintenant, pour moi, c'est clairement un ami et peut-être même un mentor. Quand j'ai des questions, que ça soit encore aujourd'hui, j'essaie de me former un petit peu pour ma reconversion. J'ai appel à lui. On va des fois en manger. On se croise aussi au match. Donc c'est vraiment devenu, je pense, un ami plus qu'un mentor. Où moi, j'ai grandi aussi, j'ai mûri aussi grâce à lui. Et puis, ça nous fait à tous les deux vraiment plaisir de se voir quand on se croise. Avec le recul que tu as aujourd'hui, ta carrière qui a quand même débuté il y a quelques années maintenant, est-ce que dans ton parcours, il y a quelque chose que tu voudrais modifier, peut-être potentiellement des regrets? Enfin, le Igor d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait aux jeunes qui veut potentiellement devenir professionnel? Euh, des regrets, non, je pense pas spécialement parce que bah, comme on en a discuté avant, moi ma carrière, elle a un petit peu, il n'y avait pas beaucoup de monde qui aurait mis vraiment une pièce, à part peut-être ma maman et mes parents. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait mis une pièce sur moi. Donc moi je suis hyper fier de mon parcours, même si des fois quand on me félicite pour le nombre de matchs ou pour le nombre d'années que je joue, pour moi c'est passé comme ça, et du coup c'est assez spécial de voir ça. Mais après, des regrets, pas spécialement. Il y a des déceptions, ça c'est sûr. Des parcours dans des clubs qui se passent pas comme prévu, où tu sens que tu ralentis, et ta progression, tu progresses pas aussi vite que ce que tu espérais, et que tu vois des gars de ton âge ou plus jeunes qui progressent plus vite que toi. Où tu te sens un peu coincé, où tu sens vraiment que
qu'on te fait un peu moins confiance et que tu sens un peu que ta Que tu carrière... mérites mieux, quoi. Tu mérites mieux et puis qu'on te met dans une situation où ta carrière, soit elle tourne à gauche et puis ben, ça fonctionne et tu progresses, que ce soit ici ou ailleurs, soit elle tourne à droite et ben, tu te retrouves un peu dans la M, si j'ose dire, et puis tu dois aller te battre pour un contrat, peut-être dans une ligue inférieure ou peut-être même devoir arrêter ou des choses comme ça. Donc ça, c'était, pour moi, dans mon expérience, il y a eu une période comme ça où vraiment c'était... je me posais la question si ça valait le coup de continuer parce qu'on était vraiment dans une position où je me sentais pas à l'aise, où on me faisait pas confiance et puis je comprenais pas vraiment pourquoi. Et dans ces moments-là, comment tu as fait pour sortir un peu la tête de l'eau dans une espèce de, comme je le comprends, un peu une spirale négative où les choses viennent pas comme tu le souhaites, comme tu l'avais prévu? Qu'est-ce qui a fait que finalement, tu as réussi? Je pense que c'est l'entourage. Moi, j'ai toujours eu des parents qui m'ont beaucoup soutenu, qui ont été et qui sont toujours très fiers de ça. Et puis, j'ai toujours eu un peu dans un coin de ma tête le fait que mon frère, il a eu des problèmes de hanche juste en sortant des juniors, qu'il a peut-être un peu ralenti pour pouvoir faire potentiellement une carrière en Liga ou en Ligue B. Et puis, vu qu'on a toujours fait ça depuis tout petit, c'est un peu ça qui me motive aussi de me dire peut-être qu'à travers moi, il vit ce rêve que lui aussi avait. Et c'est ça qui me motive aussi. Il y a ma sœur aussi, elle a fait du patinage artistique, donc c'est un peu différent. Mais on a tous les trois été hyper investis dans nos sports de glace. Et je pense que c'est aussi ça, de pouvoir faire vivre des moments spéciaux à ta famille, comme la Coupe Spengler, qu'on a regardé tous les Noëls jusqu'à nos 20 ou 25 ans, qu'on regarde encore maintenant. Qu'on regardait vraiment, vraiment en famille, tous collés à l'écran. Et puis ça, c'est des moments incroyables qui te poussent à te dire, en fait, c'est pas que tu peux pas abandonner, mais que tu veux pas abandonner, parce que c'est une certaine fierté de pouvoir porter ce nom-là sur la glace, ou de porter un numéro qui veut dire quelque chose dans ta famille, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est motivant. Et puis après, il y a aussi ma copine qui est vraiment... Elle m'a toujours soutenu pour l'instant. Elle a fait le tour de la Suisse un petit peu. Elle a quitté sa famille aussi très tôt dans notre relation pour pouvoir être avec moi et pour pouvoir me soutenir et pouvoir faire partie du voyage. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est... Tu peux pas te laisser tout tomber aussi vis-à-vis de ces gens-là. Je pense que C'est vraiment un projet commun. moi, je vois ça comme ça. Je pense que peut-être eux, ils voient ça... des fois, je dois les emmerder avec mon hockey. Ça doit être quand même contraignant des fois, mais moi, je vois ça comme ça, où vraiment on est un peu comme une espèce de petite équipe. Et pour moi, c'est un soutien qui est hyper important. Après, t'es junior au LHC, tu pars à Bienne. C'est quoi la raison de ce choix? Moi, je finis mon gymnase à cette époque-là. Puis là, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Lausanne peut potentiellement monter en Liga. Moi, j'ai vraiment envie de jouer avec eux. Moi, je suis fan de Lausanne, mais je vois aussi qu'à cette époque-là, les opportunités sont un peu bouchées. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sortent. On a des matchs où il y a beaucoup de blessés, où nous, on est 2-3 à peut-être potentiellement pouvoir venir sur le banc avec eux, peut-être jouer un ou deux shifts où on ne nous met pas, où on ne nous appelle même pas. Et c'est là qu'avec mon manager, avec mes parents, on se dit, bon, peut-être qu'on peut aller voir ailleurs. On a deux, trois contacts qui ont envie d'aller plus loin avec nous, qui ont des petits projets pour nous. Et puis c'est à ce moment-là que, en fait, Lausanne monte en Liga. Gerd Sennhauser est le coach. Lui signe à Bienne en tant que coach assistant. Et ça nous a tout de suite intéressés en se disant, ok, lui, il a beaucoup travaillé avec moi déjà avant quand il était coach en Ligue B. Parce qu'avant, il était assistant, donc il s'occupait pas mal des jeunes. Donc il était vraiment... il m'a vraiment pas mal aidé. Et puis en allant à Bienne, là, il m'a dit, ok, je pense que si tu viens à Bienne, il y a peut-être moyen que tu joues une saison avec les juniors, tu t'entraînes avec nous de temps en temps. Et puis, qui sait, peut-être que dans 1-2 années, tu fais partie de l'équipe. Et puis, ça a pris une année un peu plus tôt que ce que je pensais et j'espérais pour après faire le saut en Liga. Tu sens que quand tu pars à Bienne, ton statut il change quand même. Tu viens du LHC, il y a les jeunes de Bienne qui te voient arriver. Tu sens que ouais, y a un changement. Ouais, à fond, parce que déjà, là aussi, de nouveau, encore une fois, je quitte de nouveau mes amis. J'ai 18 ans, c'est vraiment l'âge où tu commences un peu à sortir, tu commences à faire d'autres choses, à être plus indépendant. Et vraiment, tu deviens un peu un adulte et tu veux faire tes expériences. Et là, tu quittes de nouveau tous tes amis pour te retrouver dans une ville. Bon, après, voilà, c'est
c'est à 1 heure de route d'ici, c'est pas non plus, je me retrouve pas de l'autre côté de la planète, mais quand même, c'est pas hyper simple. Tu arrives dans une équipe où les trois quarts de l'équipe, les trois quarts des gars, ils parlent suisse-allemand. Donc déjà là, il faut s'adapter. Est-ce qu'ils se foutent de ma gueule? Est-ce qu'ils parlent de ci? Est-ce qu'ils parlent de ça? Puis après, une fois que tu es sur la glace, bah, c'est là qu'il faut vraiment montrer. Après, j'ai eu de la chance, j'ai été hyper bien accueilli à Bienne. C'était un petit club assez familial à l'époque. Je crois que ça l'est toujours. Le club a un peu grandi, mais j'ai été hyper bien accueilli par les coachs, par mes coéquipiers, et puis vraiment par la direction sportive aussi. Donc l'adaptation était assez facile. Mais du coup, quand je parle de statut, c'est vraiment statut en tant que joueur. Tu sens qu'il y a vraiment un projet autour de toi, alors peut-être au LHC à cette époque-là, on te donnait pas cette vision. On te disait, voilà, on sait pas vraiment si tu vas jouer potentiellement dans un futur, si tu vas atteindre la Ligue B à l'époque. Là, tu sens qu'on met une pièce sur toi? Je sens que c'est différent. Je sens que vraiment, dès le début... T'es mieux traité, on va dire. Pas forcément mieux traité, parce que je sentais aussi qu'on voulait pas me donner les choses. Voilà, je venais de l'extérieur. Il y avait aussi des gars de Bienne, du cru, disons, qui espéraient faire le pas. Mais je sentais qu'il y avait un peu plus d'attente, qu'il y avait aussi un petit peu plus de possibilités. Vraiment, je voyais que déjà, pendant les pauses nationales, j'allais déjà m'entraîner quelques fois avec l'équipe, la première équipe. Donc là, tu te dis, ok, ça c'est différent de ce que j'avais à Lausanne. Et puis après, c'est de plus en plus d'entraînement, c'est de plus en plus de conseils aussi du coach de la première équipe. Donc là, tu te dis, ok, là, mon statut, effectivement, il est un peu en train de changer. Mais c'est toujours à moi d'aller le chercher. J'ai toujours pas fait de match. Je me suis toujours pas imposé dans l'équipe. Donc ça, c'est sûr que... Mais effectivement, le statut, je dirais qu'il a changé un petit peu. Mais on voulait pas non plus me dire allez, vas-y, de toute façon, tu vas jouer en Liga. Parce que c'était pas du tout le cas. Et quand tu intègres les équipes juste en dessous de la première équipe, au niveau des entraînements, de la performance, c'est beaucoup plus encadré? Ou bien c'est une progression, on va dire, linéaire? Je parle plutôt en termes de moyens. Je pense que ça m'a beaucoup aidé de changer d'environnement. Tu vois d'autres gens, tu vois d'autres coachs, d'autres manières de t'entraîner. À Lausanne, moi j'étais au gymnase sportif à Auguste Picard, donc les matins, je pouvais pas aller m'entraîner avec la première. Là, je peux y aller d'un coup, je peux aller de temps en temps. Nous, on avait un sport-études ici les après-midi, là-bas il est plutôt le matin, donc c'est aussi de t'adapter par rapport à ça. Et puis encore une fois, tu vois d'autres gens, d'autres coachs, d'autres joueurs. Et puis tu te rapproches des pros, tu peux t'inspirer un peu plus d'eux. Et puis c'est vraiment, je pense que ça aussi, je pense que ça a été assez linéaire à cette époque-là, où vraiment d'un coup je me suis dit, ah ouais, peut-être que Tu peux passer un palier, quoi. Voilà, peut-être que d'ici quelques temps, je peux jouer un match, que ce soit amical ou de préparation avec eux. Et puis d'un jour ou l'autre, c'est ok, ce soir tu joues avec nous, ok, bon. Et puis tu joues ton premier match de Liga. Et là, ça se passe comment? Et là, c'est le stress. T'appelles maman, t'appelles papa, tu dis... Parce que là, tu le sais combien de jours avant? Ça, c'est vraiment le matin de l'entraînement. Le matin même? Ouais. Le matin du match, ouais, excuse-moi. Ouais. C'est vraiment... tu vas t'entraîner un peu comme d'hab, tout tranquille. Tu vas un peu boucher les trous là où il y a des mecs qui veulent pas faire les exercices ou qui te laissent faire. Et puis, à la fin de l'entraînement, il y a le coach qui vient te dire « Ok, ce soir, on joue à Zug, tu joues avec nous, tu viens avec nous. » Et là, il se passe quoi dans ta tête? C'est what the fuck. Je suis pas prêt. Il faut que je suis pas prêt vraiment. Il faut que j'aille m'acheter à manger. Qu'est-ce que je vais faire? À quelle heure il est le départ? Ci et ça. Est-ce que mes parents ou quelqu'un va vouloir venir voir? Est-ce qu'ils vont pouvoir venir voir et tout? Donc c'est un moment assez spécial, mais c'est aussi une immense fierté. Tu te dis waouh, on y est, quoi. Ouais, on y est entre guillemets, parce que tu te dis voilà, c'est un match, mais tu te dis j'ai rêvé toute ma vie de ça. Je regarde des matchs depuis tout petit à la télé, et là je vais passer à la télé et je vais jouer contre des mecs que je regarde et que j'idolâtre un peu depuis tout petit. J'ai encore des cartes, des mini-cartes d'eux et tout ça. Donc c'est un moment vraiment assez spécial, mais qui passe en un clin d'œil, parce que il faut te concentrer sur le match. Et puis vraiment, c'est les premières minutes, c'est les étoiles dans les yeux. Tu te dis, ouais, je suis à Zug, il y a ce gars là sur la glace, il y a ce gars en face. Et là, tu joues combien de minutes pendant ce match? Tu te rappelles ou... Je me souviens pas vraiment. Je me souviens d'avoir joué quand même, je dirais pas normalement, mais je pense que je dois avoir joué, peut-être je dis n'importe quoi, mais il me semble d'avoir joué peut-être 8-9 minutes, ce qui est pas mal pour un jeune. Et qu'est-ce qui te surprend au moment où tu rentres dans la patinoire, tu joues devant une patinoire pleine, j'imagine. T'as
T'as un souvenir particulier, quelque chose, ou c'est trop lointain maintenant du haut de tes 400 matchs de Ligue? Ouais, je pense que le premier souvenir, c'est déjà le public. Parce que nous, en junior, on joue devant peut-être une quarantaine, une centaine de personnes, grand max. Tu trouves toujours tes parents dans la foule. Là, là j'avais mon frère et ma maman qui ont pu venir. Euh, J'avais un peu ce réflexe de me dire où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont. Et t'es dans une patinoire avec 6-7 000 personnes. Tu dis, bon, mais si je les trouve, c'est que vraiment, je suis pas concentré, quoi. Et puis d'un coup, je tourne la tête et je vois mon frère en face au milieu. Et je me dis, ouais, ça c'est cool quand même, tu vois. Et puis après, deuxième chose qui m'a vraiment impressionné, je pense que c'était le rythme. Déjà, tu joues contre des adultes, donc physiquement, ils sont quand même plus forts. Je pense que là, j'avais réussi à m'adapter un petit peu avec les entraînements que je faisais avec la première, mais le match, c'est pas la même chose. C'est plus intense. Les gars, ils veulent te bouffer. Et puis là, je me suis dit, ah ouais, ok, là, il va falloir faire encore un step pendant l'été pour pouvoir atteindre ce niveau-là et vraiment avoir ce rythme et pouvoir le garder. Ouais. Tu sens que, voilà, j'imagine que les autres, les adversaires savent que tu es tout jeune, que c'est ton premier match pour la plupart, et je pense qu'ils doivent savoir. Est-ce qu'ils t'ont testé? Est-ce que tu as eu des moments où c'était compliqué ou bien pas plus que ça? Je ne l'ai pas vraiment ressenti comme ça, non. J'ai eu des moments où tu t'es dit, ok, là, je viens de merder, peut-être il y a un goal derrière, et là, ça prend une ampleur différente, mais j'ai pas vraiment ressenti que l'équipe adverse avait essayé de me tester ou vraiment d'aller me titiller un peu parce que j'étais le plus jeune. Non, ça, je l'ai pas ressenti. Mhm. Et du coup, après le match, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le coach te dit? Qu'est-ce que ta famille te dit? T'es déjà content de ton match ou? Ouais, bah moi j'étais déjà hyper content d'être là. Après, j'en voulais encore. Vraiment, c'était à ce moment-là que je me suis dit, ok, ça je je veux le faire de ma vie. Et puis, mais avec le coach, pas grand-chose. Tu vois, ça reste quand même un business. Toi, t'es le petit jeune là, t'as entre guillemets pas servi à grand-chose ce match-là. Et ouais, c'est assez. Après, c'est surtout avec la famille. Les petits messages des potes, de la famille, d'avoir mon frère et ma maman à ce match-là, c'est aussi quelque chose d'hyper spécial. C'est quand même à Zug, c'est pas à 2 minutes de la maison, tu vois, donc c'est en milieu de semaine, sauf erreur, donc il faut faire le déplacement, enfin, il faut prendre congé et tout, donc ça, c'est un moment qui est assez. Que je chéris pas mal d'avoir eu ma famille là, et puis c'est surtout vraiment cette fierté de les avoir eu à mes côtés à ce moment-là. Là, au HCBN, tu fais 3 saisons, sauf erreur? C'est juste? Ouais. 3 saisons. Après, tu pars à Rapperswil ou bien? Alors, je fais 2 saisons, je fais une saison en junior et 2 saisons en Liga. Et puis après, je pars du côté d'Ambry, au Tessin. Ambry, ouais. Et là aussi, à Ambry, tu fais beaucoup plus de matchs. Tu deviens vraiment un joueur important pour le club, c'est ça? Alors, la première année, je te dirais que ça se passe hyper bien. Je viens avec un petit peu cette inconscience. On m'a donné un nouveau contrat, c'est un nouveau club. Tu te dis, ok, il y a un club de Liga qui t'a donné quelque chose, donc c'est qu'il croit en toi. Et puis là, je me suis senti un peu comme mis en avant. J'étais un peu le petit jeune qu'on mettait en avant. Et puis ça n'a pas été facile au début parce que j'avais un coach qui était très exigeant, mais qui me donnait beaucoup en même temps tant que je travaillais juste. Et que je faisais les bonnes choses et que je travaillais dur et que j'avais la bonne attitude. Et puis il y a eu des moments où je jouais pas et je comprenais pas pourquoi. Puis après il me montrait 2-3 clips, il me disait, tu vois, ça c'est pas bien, là t'as une attitude, ça va pas du tout. Et je pense que ça a été pas mal. Et puis après il y a un changement de coach. Le deuxième, il me fait confiance, il me fait beaucoup jouer, beaucoup plus qu'espéré. Alors voilà, on a une saison qui est un peu difficile, on a des gars qui ne performent pas forcément, on a une équipe aussi avec un petit budget, donc forcément voilà, on se bat un petit peu pour la relégation, mais moi j'arrive à sortir un petit peu du lot et puis à jouer beaucoup de minutes, et puis là la deuxième saison, c'est là que ça se complique un peu. Est-ce que c'est un excès de confiance? Est-ce que on a encore changé de coach pendant cet été-là, donc c'est devenu un petit peu plus compliqué à ce moment-là. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde sur quel type de joueur j'étais et comment je devrais ou je voulais jouer avec le coach. Et puis après, je pense qu'aussi, on dit toujours que la deuxième saison, c'est pas vraiment ma deuxième saison, mais la deuxième saison, on dit toujours que c'est un peu plus difficile. Faut confirmer. Et je pense que là, moi, je me suis peut-être
vu un peu trop beau par rapport à la première saison que j'avais eue à Ambry, et mis un peu trop de pression en me disant ok, maintenant j'ai fait ça, et là j'ai d'autres objectifs que j'ai fixés beaucoup trop haut. Et puis après, c'est un petit peu cette spirale négative dans laquelle je parlais, où ça, moi, c'est de la confiance, je l'ai vite perdue. Et puis après, on avait d'autres idées entre le coach et moi, et puis ça a coincé un petit peu. Ouais. Et du coup, là, tu reviens un petit peu, comment dire, tu repasses un petit peu à l'échelon du dessous avec un autre club. Par la suite, ça a été compliqué pour toi, ce moment où tu pars d'Ambry? Non, pour être honnête, ça a été. Alors, ça a été compliqué dans le sens où on s'est beaucoup attaché au Tessin. Ça a été des fans incroyables, vraiment des moments incroyables aussi avec la Spengler Cup. C'était vraiment j'ai vécu plein de moments spéciaux, plein de moments durs aussi, mais j'étais vraiment content de sortir de là sportivement. Parce que j'arrivais à un stade où je voyais pas le bout du tunnel. Je pensais que c'était soit je trouvais un contrat en Liga, soit je devrais me battre pour trouver quelque chose en Ligue B si j'y arrivais. Et puis là, j'ai cette opportunité qui vient assez tôt. Et puis où on me dit nous, on ne voit pas du tout comment tu joues, comment tu es utilisé et comment tu joues maintenant. On voit ça en toi. Et nous, on veut développer ça. Et là, tu te dis, ok, ben, c'est vraiment la même vision que moi j'ai et où on bloque un peu au Tessin, à Ambry. Et puis là, tout de suite, c'est intéressant. Ça te remotive aussi un petit peu. Et puis, je dirais pas non plus que c'était un échelon inférieur parce que, ben voilà, oui, ils venaient de remonter en Liga, mais on voyait tout de suite que les choses avaient changé. Ouais. Ils essayaient de se professionnaliser au niveau des coachs, au niveau des entraînements. Et puis, dès le début, j'ai senti que ok, j'arrivais dans un environnement où on voulait faire progresser, le club, et puis deux, les joueurs. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Ouais. Et du coup, ces années en Suisse allemande, t'en gardes quel souvenir? Ça t'a vraiment fait grandir? Tu t'es vraiment mis en avant par la suite. Euh, c'est quoi le souvenir que tu pourrais... que t'en gardes vraiment pour ta carrière, on va dire le souvenir principal? Le souvenir principal, je pense, c'est vraiment le fait de vouloir travailler avec toi. Donc, dans le sens où t'es pas seulement un joueur de hockey à qui on dit d'aller à gauche et rien d'autre. On regarde quel profil t'as. On te dit aussi quel profil t'as parce que des fois, c'est un peu ça qui est difficile aussi. Toi, t'aimerais être ce joueur-là alors que, en fait, t'as pas du tout les capacités. Moi, je savais plus ou moins mon rôle. Mais on m'a dit, ok, mais tu peux aussi faire ça, et ça, tu le fais très bien. Et on t'a pas du tout utilisé comme ça dans tes autres clubs. Et donc ça, c'était assez vite. Ce qui m'a frappé, c'est de me dire, ok, là, on m'a vraiment donné un rôle qui, je crois, me convient assez bien, où je vais pouvoir progresser sans qu'on me mette trop de pression. Et puis, vraiment de se dire, ouais, il faut que tu progresses, mais à ton rythme. Et alors bien sûr qu'il y a des attentes parce qu'il y a de l'argent en jeu, ça reste du sport professionnel, mais c'était vraiment si j'avais pas besoin de progresser en 4 matchs et en 4 matchs et de marquer 4 goals par match. Tu vois, on me disait vraiment j'ai un des souvenirs, c'est le directeur sportif qui me voit, on fait des rendez-vous après la préparation, qui me dit ouais, je te sens encore nerveux, on voit que t'as pas encore vraiment ta confiance là où elle devrait être, et il me dit t'as peur de faire des erreurs. Et moi, je dis, bah oui, forcément, tu peux pas faire perdre ton équipe. Et lui, il me dit, mais non, mais si ça marche pas comme ça, fais des erreurs. C'est comme ça que tu vas progresser. Et c'est là que tout le mindset change, où tu te dis, ouais, je peux faire des erreurs. Et c'est assez drôle parce que le match d'après, c'est un dernier match de préparation et on joue contre Ambry, qui est mon ancien club. Et je fais un match horrible. Ah, ok. Non, horrible, où vraiment je fais plein d'erreurs. J'ai mes coéquipiers qui me chambrent vraiment sur la glace et tout. Et j'ai juste envie d'aller m'enterrer. Et à la fin du match, j'ai le directeur sportif qui il me dit, tu vois, ces erreurs-là, elles vont te faire grandir. Et c'est vraiment ce que je voulais, c'est vraiment te montrer que oui, tu as fait ces erreurs-là, mais tu as su réagir et tu vas réagir les prochains matchs aussi. Donc ça, c'était hyper enrichissant. Donc ça a été la première année avec un autre coach aussi, qui était Jeff Tomlinson, qui est après parti. Donc où c'était vraiment assez pédagogique, assez soudé. Et puis après, il y a eu le deuxième coach, le nouveau coaching staff avec Stefan Edlund et puis Bert Robertson, où là, c'était vraiment encore un cran au-dessus, avec vraiment travailler sur la technique, sur le côté psychologique aussi. S'il y avait des matchs, ça allait pas.
pourquoi ça va pas, si je me sentais bien, si j'avais d'autres choses qui me préoccupaient. Ça, c'est coach. Le nouveau coach, il met vraiment en place une espèce de structure autour du sportif. On sait qu'il y a beaucoup de sportifs qui souffrent de leur sport. C'est pas facile avec la pression, que ce soit de la famille, des entraîneurs, ou même des médias. Ouais. Est-ce que toi, tu as été suivi psychologiquement? Est-ce que le coach a mis ça en place ou c'est toi qui allais voir quelqu'un? Enfin, déjà, est-ce que tu es suivi psychologiquement Ouais, aujourd'hui? alors pendant ma première année à Ambry, comme je t'ai dit, on n'était pas hyper bon. On a joué pour la relégation et là, on nous a fait rencontrer un préparateur mental qui, moi, alors je sais qu'il y a beaucoup de gars dans l'équipe qui avaient du mal à écouter ce qu'il disait, qui le trouvaient peut-être un peu ridicule ou comme ça, mais moi, ça a tout de suite résonné chez moi où je me suis dit, ah ouais, ça me correspond. Et puis après, j'étais jeune. La deuxième année, on travaille plus avec lui. Cette année-là, ça va pas. Deuxième année, ça va pas. Et puis là, j'ai ma maman qui me dit mais travaille ton mental. Ma copine aussi qui me dit mais tu t'entendais bien avec. Pourquoi tu le rappellerais pas? Et puis je décide au milieu de l'été vraiment de le rappeler et puis de dire ok, là, je suis dans un point critique de ma carrière. Il faut que j'arrive à trouver cette confiance en moi, à retrouver cette confiance en moi et si je la perds, savoir comment et ouais, vraiment comment faire pour la récupérer. Et puis ça a été assez intéressant. C'était donc avant Rappi. Et puis après Rappi, c'était différent dans le sens où voilà, le coach, il peut pas s'occuper de chaque gars individuellement. Il y a quand même 25 coéquipiers. Il peut pas vraiment te dire, te caresser dans le sens du poil, te dire tout va bien, tout va aller bien. T'as fait ça de bien, t'as fait ça de pas bien. C'est plutôt dans le sens, ok, ce match-là, c'était pas bien. Pourquoi c'était pas bien? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as pensé sur cette action-là? Et plutôt des petites choses comme ça que vraiment dans le sens Plus formel, quoi. Plus formel que juste aller dans le C'est à psychologique. toi après d'aller faire l'effort Voilà. de travailler psychologiquement. Voilà. Tu penses qu'on néglige, en tout cas que ce soit du point de vue des structures sportives ou même du point de vue des sportifs eux-mêmes, que tout le monde un peu a tendance je vais pas faire de généralité, mais à négliger un petit peu cet aspect mental? Je pense Où on est au courant aujourd'hui? Je pense que ça se développe pas mal. On voit dans la société en général que la santé mentale, ça se développe vraiment. On en parle de plus en plus, on est de plus en plus ouvert avec ça. Après, nous, au Sport Études ici à Lausanne, on avait déjà eu des cours de mental. Mais encore une fois, tu es jeune. Tu te dis, à cette époque-là, c'était pas vraiment quelque chose qui nous intéressait. Ouais, presque une perte de temps, quoi. Ouais, on écoutait, on avait des bases un petit peu, mais sans vraiment travailler là-dessus, tu vois. Et puis après, tu arrives à un certain âge où tu mûris et tu te dis, ok, mais bon, peut-être ça, je peux l'utiliser là. La visualisation, les respirations, des petites choses comme ça quand tu es nerveux ou quand tu sens que tu te dors dessus un petit peu avant le match. Mais après, je pense que nous, les sportifs aussi, certains ont une confiance naturelle qui est débordante, on va dire. Et puis, pour eux, quand on vient leur parler de ça, ça les emmerde, tu vois. Mais moi, ça a toujours été un truc qui m'a intéressé dans le sens où... Enfin, toujours, c'est pas vrai. Je l'ai laissé un petit peu, pendant quelques années, un petit peu, mais à un moment où j'ai mûri, et puis je me suis dit, ok, mais il y a un moment où je progresse plus forcément aussi vite que ce que j'espérais, où je me mets beaucoup de pression, où limite, j'ai plus envie de toucher le puck. Pourquoi, tu vois? Et puis c'est là que j'ai vraiment commencé à bosser, et puis... je trouve que c'est assez personnel. Il y en a qui veulent bosser avec ça, il y en a qui veulent pas. Il y en a à qui ce préparateur mental-là, les mots qu'il va utiliser, ça leur convient ou ça va pas leur convenir du tout. Donc c'est un truc assez personnel, je trouve. Et aujourd'hui, avec tous les matchs de Liga que tu as eu, est-ce que tu as encore des moments... alors je pense que le doute, il est toujours présent, ça fait partie de l'humain. Mais est-ce que tu as des moments où tu as cette pression comme lors des premiers matchs, des premières saisons, ou plus trop quand même? Tu es sûr de toi aujourd'hui? Je dirais que j'ai quand même pris pas mal de confiance en moi. Et ça vient aussi de l'expérience, mais aussi de ce travail mental, de me dire, ok, si je fais une erreur, c'est pas grave, je vais en faire 53 dans le reste de ma carrière, 53 de plus dans le reste de ma carrière, et les autres, ils vont en faire aussi. Alors oui, tu vas peut-être en faire 10 de suite, et le public, il va te détester. Mais je pense que là, c'est comment tu réagis. Et puis, après, ça dépend aussi. Moi, j'ai un peu ce problème-là, personnellement, de la situation dans laquelle tu es mis, où vraiment, j'ai presque comme besoin que le coach me montre qu'il a un peu besoin de moi. Donc, j'ai pas besoin qu'on me caresse dans le sens du poil, ou on me dise ah, t'es trop beau, t'es trop fort, et tout ça. C'est juste que tu as besoin qu'on te fasse sentir que tu fais partie de l'équipe.
Et ça, pour moi, des fois, c'est un peu le problème que j'ai, c'est que si d'un coup je sens pas un truc, je commence à douter, je commence à faire des trucs que je me dis, mais pourquoi tu commences à te crisper, à te bloquer, pourquoi tu fais ça, c'est plus naturel et tu joues pas relâché. Et ça, pour moi, c'est là un peu le problème de temps en temps. Encore maintenant, ouais. Et la confiance, quand tu l'as, c'est incroyable, mais quand tu l'as pas, faut trouver le moyen de la retrouver assez vite, parce qu'encore une fois, c'est un business. Moi, j'ai 28 ans maintenant, il y a des petits jeunes qui tapent à la porte, il y a aussi la concurrence avec les moins jeunes, ça c'est sûr. Donc, il faut savoir, on te pardonne pas autant les erreurs que tu faisais quand tu es jeune que maintenant à l'âge auquel je suis. Donc ça, c'est sûr que quand tu perds ta confiance, il faut savoir comment réagir, pas trop s'exciter, pas se mettre trop au fond du bac aussi, parce que never too high, never too low. Donc ça, c'est vraiment une phrase qui aussi résonne chez moi, parce que j'ai tendance à, quand ça va bien, tu te dis, ah ouais, ça va vraiment bien, tu vois, c'est cool, je suis stylé. Mais quand ça va pas, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là, je ferais mieux d'arrêter, tu vois. Donc ça, c'est vraiment trouver le juste milieu, de te dire, ok, j'ai eu un match qui était pas ouf, mais c'est pas grave, le prochain, c'est là que tu réagis. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant la dangerosité. J'aime pas dire ça parce qu'au final, tous les sports sont dangereux, tous les sports sont pas forcément dangereux. On sait qu'il y a quand même pas mal de commotions chez les hockeyeurs. Est-ce que toi, déjà, tu as eu des grosses blessures ou pas? Ouais, moi j'ai eu une grosse blessure, oui et non. En fait, je me suis cassé la main 2 fois à 2 endroits différents, cassé le pied. J'ai un labrum dans mon épaule qui mériterait une petite suture une fois ou l'autre, mais bon, pour l'instant ça tient et c'est sans douleur pendant le jeu, donc voilà. J'ai eu 2 commotions quand j'étais plus jeune, mais depuis là, je touche du bois bien sûr, mais en tout cas en professionnel, j'ai jamais eu ce problème-là. Je sais pas si c'est lié à ma taille, mais c'est vrai que c'est des choses qui te passent par la tête un petit peu des fois. Ouais. Est-ce que vous êtes sensibilisé à la commotion? Est-ce que vous êtes formé? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors bien sûr, le staff médical sait exactement, mais est-ce que depuis le plus jeune âge, on vous dit, bon là, si tu as ça, il faut que tu fasses aussi du boulot de ton côté, il faut que tu te remettes au calme, il faut que tu te mettes dans le noir, enfin, ça se passe comment? Déjà, je pense que dans le hockey, on a un petit peu cette mauvaise habitude de, quand tu es blessé, de se dire ah non, je vais serrer les dents pour mes coéquipiers. Et s'il y a un peu cette idée que tu es blessé, mais t'as pas mal et tu peux jouer, tu vois. Donc, ça, c'est un petit peu le côté de la culture du hockey qui fait que c'est pas, peut-être des fois pas hyper smart, même si des fois, oui, tu peux jouer avec des petites blessures. Mais je pense que ça c'est c'est vraiment cette culture un peu du mec à la dure qui est limite, qui aime bien montrer qu'il est blessé et puis qui se sacrifie pour l'équipe. Exactement. Puis après, tu vois, pendant les playoffs, là, la NHL, ça vient de se terminer. Il y en a un qui a joué avec le pied pété et qui s'est sorti les deux épaules 2 fois et qui a un poumon perforé et qui a été jusqu'en finale de NHL, tu vois. Donc, quand tu es jeune, tu lis ça, tu te dis wow, c'est fou, mais tu réagis pas, tu te rends pas compte que c'est pendant les playoffs que c'est peut-être l'opportunité de ta vie d'aller gagner un titre et que dans ce cas-là, peut-être que moi personnellement, c'est sûr que je le ferais, mais tu vois, faire ça au début de saison, alors bien sûr tous les matchs sont importants, mais tu te dis sur le long terme, est-ce que ça vaut le coup, tu vois. Et puis après, pour revenir à ta question avant, je pense que oui, on est de plus en plus sensibilisé. On a vu que les commotions, déjà rien qu'au niveau mondial, en tout cas dans le niveau mondial du hockey, il y a eu des changements dans les règles. En NHL, tu prends un check, tu peux te faire sortir pour passer un test de commotion. Il y a des casques aussi qui ont quand même pas mal, qui sont quand même pas mal développés. Nous, à Lausanne, on a une étude de l'EPFL sur le casque. On a fait un capteur sur le casque qui mesure les impacts qu'on prend sur la tête. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé aussi. Il y a aussi ces histoires avec le football américain, la plainte contre la NFL. Je pense même qu'il y en a une aussi contre la NHL. Donc c'est des choses qui vraiment se développent où on essaie de se protéger de plus en plus. Ouais. Tu penses que les ligues, elles ont quand même une responsabilité là-dedans? Parce que tu vois, en fait, dans chaque sport, c'est vrai que c'est beau de voir des gens qui vont vraiment au combat. C'est presque une culture, tu sais, du gladiateur qui rentre dans l'arène. Ça fait vendre aussi.
Mais est-ce que tu penses que les ligues aujourd'hui ont quand même cette responsabilité de mettre des règles qui vont vraiment protéger l'athlète et puis qui au final, bah, c'est vrai qu'à la télé, le rendu il est peut-être un petit peu moins intéressant. T'en penses quoi, toi? Alors je pense que le plus important, c'est vraiment déjà de protéger le joueur via l'équipement, mais aussi via les règles. Bah, nous, on a pas mal de nouvelles règles qui sont apparues les 15 dernières années, que ça s'appelle les blind checks. Donc vraiment, quand tu arrives dans l'angle mort et que tu chopes que la tête, ça a été banni. Et ça, c'est une bonne chose parce que tu es vraiment vulnérable à ce moment-là. Et puis ça peut donner des grosses commotions, et si c'est pas pire. Mais après, je pense que là où on devrait faire des fois un meilleur job, c'est peut-être de dire aux athlètes, OK, vous jouez là, vous êtes à ce niveau-là, les risques c'est ça, et qu'il faut que vous en soyez conscient. Donc ça, c'est aussi un truc que je pense qu'on est conscient, mais tu l'oublies un petit peu des fois. Donc ça, c'est pour moi, les ligues, elles doivent faire un travail un peu là-dessus. Et puis après, c'est vraiment aussi que des fois, du moment où il y a un mauvais coup, c'est peut-être d'être un petit peu plus sévère, je dirais. Alors, où est la ligne? Ça, c'est quelque chose qui est hyper complexe parce que tu peux avoir mis un petit check à un gars où vraiment tu as juste touché sa nuque et puis, ou sa tête et puis il a une commotion qui va mettre fin à sa carrière. Ou alors tu peux lui avoir arraché la tête et 3 semaines plus tard, il est sur la glace parce qu'il a plus de symptômes. Donc ça, c'est vrai que c'est assez complexe. Tu pourrais pas dire, par exemple, OK, tu es suspendu le temps que ce jour-là est blessé. Donc ça, c'est assez difficile à dire, mais après, pour les ligues, je pense qu'elles font un bon job maintenant. Surtout, bah nous, on n'a pas autant de bagarres qu'en Amérique du Nord, mais eux, ils ont pas mal réduit. Avant, il y avait des gars qui étaient payés que pour faire ça, que d'être là pour le show. Et ils savaient des fois à peine patiner. Et donc ça, je trouve que c'est un petit peu malsain, mais je trouve quand même que ça fait partie du hockey et que si, par exemple, ben justement, il y a un mauvais geste sur n'importe quel joueur, que ce soit une star ou un jeune ou un mec, entre guillemets, lambda de l'équipe, ou qui est un peu moins en avant, je pense que si vraiment c'est un mauvais coup, ça peut se régler par une petite bagarre ou un truc comme ça. Ça, je pense que ça fait partie du sport. Et mine de rien, je pense que la plupart des gens trouvent ça quand même intéressant. Alors c'est sûr que là aussi, on est nouveau. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que le risque récompense, entre guillemets, d'avoir des spectateurs qui aiment ça vraiment, et est-ce qu'il est assez intéressant pour dire, OK, là, je vais me prendre 25 patates dans la tête et peut-être avoir une commotion des symptômes jusqu'à la fin de ma vie? Ça, je sais pas, tu vois. Mais je pense qu'on doit tous être conscients des risques. Et puis minimiser quand même les mauvais gestes qui peuvent mener à ces commotions-là. Mais j'ai aussi ce côté-là, encore une fois, qui je trouve que ça fait partie du job. Bien sûr, ouais. C'est vraiment une ligne très fine, enfin, c'est vraiment une balance un peu des intérêts de tout le monde qui est difficile à trouver. Voilà, Quoi. parce qu'après, les gars qui sont peut-être un peu plus physiques, comme nous les défenseurs, eux ils vont peut-être... Profitent pas de leurs atouts. Voilà, et puis ils sont peut-être un peu plus intéressés à faire valoir leurs droits un petit peu de ce côté-là, de se dire, OK, là c'est un petit peu mon moment, pas de briller, mais de faire comprendre à l'autre équipe qu'ils vont pas nous marcher dessus à ce moment-là, ils vont pas toucher le gardien comme ça. Puis après, il y a par exemple le joueur, vraiment le marqueur ou la star de l'équipe qui va se faire taper dessus par des gars comme nous, des fois, sans raison, et qui va se dire, OK, mais moi, j'ai pas signé pour ça. Moi, je veux jouer au hockey, moi, je veux m'amuser, je veux leur mettre des petits ponts, des machins comme ça, tu vois. Donc, c'est encore une fois, c'est hyper personnel, c'est comment chacun voit le hockey, comment chacun voit la violence, en fait, de ce sport-là, ouais. J'aimerais qu'on revienne pour finir un petit peu sur la saison 2022-2023 avec Lausanne. Quand tu reviens à Lausanne, donc l'année passée dans ta ville, hein, on peut le dire quand même, pour jouer dans ton club formateur, en tout cas celui qui a vraiment participé à ta formation, tu reviens avec quels objectifs et surtout quel état d'esprit? L'objectif c'est de m'imposer. C'est la première fois entre guillemets que je viens dans un club qui a des grosses attentes, où j'ai vraiment l'impression de passer un step au niveau de mon club. Donc là c'est différent. Devant moi j'ai 3, 4
défenseurs qui sont assez régulièrement en équipe nationale. Moi, j'y suis jamais allé. Est-ce que je vais pouvoir faire ma place? Est-ce que je vais faire des matchs en tribune? Donc moi, mon but, c'était de faire le plus de matchs possible. Donc bon, là, j'en ai loupé un. Donc ça, pour moi, c'était assez important. Déjà, de pouvoir m'imposer et pouvoir imposer aussi... J'avais l'impression d'amener quelque chose de différent. Dans le sens où je sais que je suis pas un défenseur offensif, mais que je peux quand même amener un petit plus offensif. Mais je sais que je suis très bon défensivement. Donc j'ai un peu des fois je me considère un peu comme un défenseur hybride. Et j'avais l'impression qu'il manquait ça un petit peu à Lausanne, où on avait peut-être un ou deux défenseurs qui étaient vraiment défensifs, et puis le reste qui était vraiment offensif, mais pas un peu le milieu qui pouvait entre guillemets tout faire. Et moi j'avais l'impression d'amener cette paramètre-là. Et donc ça aussi, c'était un peu un objectif pour ma part. Et puis après, l'état d'esprit, pour moi, moi, Lausanne, c'est le club que je soutiens depuis tout petit. J'ai des maillots de joueurs qui sont passés par là. Donc c'était vraiment... j'en pouvais plus d'attendre de mettre ce maillot-là et de jouer dans cette patinoire-là qui nous a fait tant rêver, mon frère, moi, ma sœur, toute notre famille, quand on était jeunes. Tu fais une très bonne première partie de saison. Tu fais, dans son ensemble, je pense, une bonne saison. Malgré des résultats du LHC qui ne sont pas à la hauteur des espérances du club. Tu es même qualifié de phare dans la tempête du LHC. Toi, est-ce que tu as vu que tu as été quand même un pilier? Tu as eu quand même aussi le soutien des médias. Comment ça s'est passé, tout ça? Il y a eu plusieurs paramètres. Moi, je venais de quand même 2 bonnes saisons aussi l'année d'avant, où j'ai vraiment pu me développer, où j'avais pris quand même pas mal de confiance en moi, et que je me suis dit, ok, je peux vraiment jouer à ce niveau-là, et peut-être, entre guillemets, j'ai toujours un peu cette pensée dans ma tête de pourquoi pas une première sélection en équipe nationale. Et ça, c'est un objectif que j'ai toujours en tête, mais qui me motivait pas mal au début de saison, et de me dire, ok, là, maintenant, on prend un step différent, et puis aussi de venir à Lausanne et de me comparer encore une fois à ces défenseurs qui, eux, sont en équipe nationale, qui font des Jeux Olympiques, qui font des championnats du monde, où je me dis, ok, mais je suis pas très loin en fait. Et je vois que ça tourne bien, je prends confiance, je vois qu'on me fait confiance, je vois que aussi, mine de rien, les fans sont contents. Alors, ils sont pas contents des résultats, mais comme tu l'as dit, j'ai un peu soutien des fans et des médias où on apprécie mon job, on apprécie aussi, je pense, mon côté un peu travailleur, humble, où vraiment j'ai pas peur de me mettre devant les shoots pour empêcher un goal. Donc ça, je pense que ça a pas mal plu. Et puis c'est tous ces petits trucs-là qui ont fait que je me suis senti bien dès le début et que j'ai pu me développer. Et puis moi, je venais aussi... Voilà, le club, il a eu des années un peu difficiles. Et puis moi, je suis vraiment arrivé là en me disant, moi, je veux gagner un titre à Lausanne. J'aimerais gagner un titre tout court, mais si je peux le faire à Lausanne, comme tu l'as dit, entre guillemets, dans ma ville, moi, c'est le rêve. Quand je vois Genève qui gagne ça à Genève, avec des gars qui sont de Genève, je m'en mords les doigts, parce que moi, j'ai envie de vivre ça. Vraiment, on a tout pour bien faire ici. On a une belle infrastructure, on a une ville qui est attractive aussi pour faire venir... des bons joueurs, on a aussi un budget qui est quand même assez conséquent, donc pourquoi pas le faire. Et puis en venant l'année passée, je me suis vraiment dit, ok, moi je vais amener ces petites lueurs, ou pas d'espoir, mais vraiment de se dire, ok, si on travaille et si on fait notre job, on peut tout faire, tu vois, avec le travail on peut tout faire, surtout qu'on a une équipe qui est quand même sur le papier hyper talentueuse et qui a juste quelques petits paramètres qui tournent pas en notre faveur. Et du coup, qu'est-ce qui a manqué au LHC de la saison écoulée? Je pense qu'il y a pas mal de paramètres, mais toi, tu ressors quelque chose en particulier ou... Je pense qu'il y a eu pas mal, encore une fois, moi j'ai pas vécu vraiment cette période-là, il y a eu un changement assez rapide, j'ai fait 2 mois et demi, 3 mois avant qu'il y ait un changement quasi complet dans l'organisation. Je pense que mine de rien, au début, on n'est pas passé très loin d'avoir... En fait, on a eu pas mal de défaites dès le début. Mais si on regarde les 5 premiers matchs, sauf erreur, on n'est pas très loin de les gagner. On est peut-être à un goal de différence et tout ça. Et ça, c'est un paramètre qui te fait assez vite perdre confiance en tes moyens. Parce que tu sais qu'il y a aussi des grosses attentes. Parce que l'année passée, ça s'est
ça s'est bien passé, mais on espérait mieux de l'équipe. Et puis tu vois qu'en fait, tu es nouveau un peu dans ce cercle et que les gars tournent en rond et que vraiment il y a cette confiance qui disparaît au fur et à mesure et jusqu'au moment où bah, ça tourne un petit peu et puis après ça redescend. Et puis tu dis, ah, ça s'arrêtera jamais. Et puis après, à la fin de saison, bah, on a quand même réussi à remonter un petit peu la pente, mais c'était déjà trop tard. On a perdu trop de points sur la route qui nous ont fait vraiment mal. Ce que tu dis là, c'est vrai que c'est un peu la conclusion un peu de tout le monde. Toi, t'es quand même content de ta saison à titre individuel. Je dirais sur la première partie, ouais. J'étais vraiment content, ça se passait bien. Mais c'est assez paradoxal en fait, parce que quand l'équipe allait pas très bien, moi ça se passait hyper bien. Donc c'est difficile de te dire, tu vois, tu te dis, bon, bah, peut-être je suis un peu en avant parce que les autres performent pas tant que ça. Et puis après, quand l'équipe a commencé à tourner, moi ça a commencé à être un peu plus difficile. Il y a eu un changement de système où je me suis peut-être un peu perdu, où je me suis peut-être dit, j'arrivais pas vraiment à m'adapter au nouveau système. Après, moi je perds confiance, les autres reprennent la confiance, donc tu te dis, ouais, ok, là il y a un souci, et puis tu tournes un petit peu en rond et tout ça. Donc sur la deuxième partie de saison, j'ai un peu plus de mal, je pense. Mais je suis quand même assez satisfait. Ouais, c'est vrai que c'est clair que pour moi, les points, ça veut pas dire grand-chose parce que c'est pas mon job, mais c'est clair que de faire pour moi 19 points, déjà c'est mon record dans une équipe qui a pas fonctionné du mieux qu'elle pouvait. Et tout ça sans participer au powerplay, où c'est là que, en principe, les défenseurs font pas mal de points. C'est vrai que c'est assez cool de se dire que, bon, au final, ça a fonctionné pas si mal. Après, il y avait deux, trois paramètres où je sais que bah, c'est un peu plus mon job et que, surtout sur la fin de la saison, là j'étais pas bon. Et ça me motive à travailler justement pour l'année prochaine pour me dire, essayer de trouver cette constance sur toute la saison que j'avais vraiment au début de la saison. Et là, du coup, ton futur au LHC, tu l'imagines comment? Enfin, tu as quand même une vision, tu sais où tu veux aller, tu as des objectifs. Ouais, bah moi, encore une fois, comme je t'ai dit, moi j'aimerais gagner quelque chose dans ma vie. J'ai pas eu cette opportunité à n'importe quel niveau de gagner un titre ou n'importe quoi. Donc moi, ce serait de gagner un titre. Le rêve absolu, c'est de le faire ici. C'est de me dire, waouh, putain, on est champion suisse à Lausanne. Ça, ce serait vraiment quelque chose de fou. J'ai ma famille qui est proche, j'ai plein d'amis ici, que ce soit du gymnase, de l'école ou d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui... Et puis de se dire aussi, ben, on est la première équipe de Lausanne à être champion suisse. Ça, c'est quand même, ça pourrait quand même être quelque chose de spécial. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un objectif que je me mets pour l'avenir. Je pense qu'on a les moyens surtout de le faire. Et puis après, ben moi, voilà, je suis ici un peu à la maison. J'ai un peu ce confort d'être à la maison et j'aimerais pas l'avoir trop non plus, tu vois, pas tomber dans ce confort de me dire, ouais, bon, bah, je suis à la maison, je peux un peu me relâcher. Moi, j'aimerais vraiment, vraiment performer, mettre ce club là où il doit. Ça dépend pas que de moi, bien sûr, mais moi, je me vois assez bien terminer ma carrière ici et puis pourquoi pas plus tard travailler un peu avec le club dans n'importe quel job que ça soit. Mais c'est vrai que je me vois assez rester un peu... Projet vraiment à long terme, quoi, que ce soit en dehors de la glace par la suite. Ouais. Toi, aujourd'hui, ta carrière, elle est quand même déjà relativement longue, hein, au final. T'en tires quel bilan actuellement, à l'instant T? C'est assez paradoxal parce que j'ai toujours voulu faire ça et c'est presque, je dirais pas que c'est normal, mais j'ai ce côté un peu en moi qui me dit, ben, j'ai jamais pensé à autre chose. Donc voilà, je me dis ça. Puis après, quand je regarde derrière, je me dis, waouh, ça fait 10 ans que je joue en Liga, dans des clubs différents, dans des clubs qu'on a regardé, dans des tournois qu'on a regardé à la télé. J'ai pu faire un petit peu d'équipe nationale junior. J'ai joué dans des patinoires XXL en Amérique du Nord. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont je suis hyper fier. Mais là, ce qui me manque, c'est un titre. Vraiment, de pouvoir vivre ça, de pouvoir créer ces mémoires avec tes coéquipiers, avec ta famille, et de laisser un peu une trace dans un club, de te dire ces gars-là ils étaient champions, et puis ça c'est vraiment quelque chose qui me motive encore là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans la vie maintenant? J'aimerais parler un petit peu en dehors de l'aspect sportif. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Une bonne reconversion déjà. Bon, ça, j'espère que ça va pas être
trop vite. Mais je pense que ça, c'est aussi un point qui est assez... Tu y penses déjà? Ouais, à fond. Je me forme, je fais un brevet fédéral à côté en management. Donc c'est quelque chose qui des fois me stresse un peu trop pour l'instant. Ça, et puis de rester en santé, de pouvoir aller chercher enfin mon titre. Trop bien, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Merci beaucoup Igor. Merci à toi. Et puis tout bon pour cette préparation pour l'année prochaine. Merci.